Il n'aura fallu que 6 minutes. Un laps de temps ridiculement court qui a pourtant suffi à faire exploser l'équilibre diplomatique entre Paris et Tel Aviv. Ravivant une fracture jamais vraiment refermée, il n'aura fallu que 6 minutes. Un laps de temps ridiculement court qui a pourtant suffi à faire exploser l'équilibre diplomatique entre Paris et Tel Aviv, ravivant une fracture jamais vraiment refermée depuis le gel des ventes d'armes de 1967. En quelques instants, le monde a basculé dans une lecture irréconciliable du drame israélo-palestinien. Tout juste sorti d'un plaidoyer enflammé pour l'opération à Gaza, Benjamin Netanyahou, drapé dans sa posture d'homme fort, invoquait le sacro-saint droit à la défense nationale, tout en balayant du revers de la main les pertes civiles comme des externalités regrettables dans sa croisade contre le Hamas. Son regard, braqué sur Sébastien Lecornu, trahissait une confiance froide, celle d'un stratège convaincu d'avoir désamorcé toute critique venue du vieux continent. Mais dans l'enceinte glaciale du Conseil de sécurité, chaque respiration semblait porter le poids d'un basculement imminent. Les chiffres, eux, hurlaient la vérité. 41 000 vies palestiniennes perdues, dont 16 000 enfants et 11 000 femmes. Des hôpitaux soufflés, des écoles devenues fausses communes, des camps effacés des cartes. Un déluge de morts qui transperçait la conscience collective et renvoyait une question brutale à la face du monde. Où s'arrête la légitime défense et où commence l'injustice? Netanyahou aurait dû s'en douter. Il y avait, dans le regard de Lecornu, cette lueur inhabituelle, non pas de colère, mais d'un calme glacial, d'un aplomb méthodique, presque chirurgical. Ce n'était pas le ton habituel, feutré et diplomatique auquel Israël était habitué de la part de ses partenaires européens. Quelque chose avait changé. Derrière les arguments militaires savamment articulés, derrière les phrases rodées sur la sécurité nationale et la lutte antiterroriste, se dissimulait un basculement discret mais radical. La France ne tolérait plus que des enfants soient enterrés sous les ruines au nom d'un prétendu droit à se défendre. Et ce qui allait suivre n'était rien de moins qu'un tremblement de terre diplomatique. Un coup de tonnerre qui allait ébranler les certitudes de Tel Aviv et fracturer l'Occident en deux. Pour en saisir toute la portée, il fallait revenir en arrière, quelques mois plus tôt, quand les images de Gaza, insoutenables, avaient envahi les écrans français. Des corps sans vie retirés des gravats, des hôpitaux saturés où l'on soignait des enfants démembrés, des ambulances pulvérisées malgré les coordonnées communiquées à l'armée israélienne. Macron, face à cette horreur, n'avait pas pu contenir sa stupeur. Peut-on encore appeler ça de la défense? Aurait-il lancé, incrédule, devant ses conseillers lors d'un conseil de crise. La disproportion, cette fois, crevait les yeux. Le choc ressenti à l'Élysée ne resta pas sans conséquences. Très vite, Paris comprit qu'il n'était plus possible de se contenter des demi-mots et des prudences diplomatiques qui avaient longtemps caractérisé la position française au Moyen-Orient. Là où d'autres dirigeants avant lui avaient avancé à pas feutrés par peur d'être cloués au pilori sous l'étiquette infamante d'antisémitisme, Lecornu choisit une voie radicalement différente. Regarder les faits en face et nommer les choses selon les règles du droit international humanitaire. Dans l'ombre, loin des caméras, une task force ultra secrète vit le jour au Quai d'Orsay. Autour de la table, des pointures françaises du droit, de l'action humanitaire et de la géopolitique régionale. Denis Beauchard, figure tutélaire de la diplomatie au Moyen-Orient. Bertrand Badi, théoricien reconnu des relations internationales, et Marie-Françoise Bechtel, experte en droit international, passèrent au crible des mois de frappes et d'opérations militaires. Le verdict était glaçant. Lors d'une réunion à huis clos à Matignon, Bechtel posa calmement les chiffres sur la table. Au moins 47 attaques contre des structures civiles protégées, hôpitaux, écoles, installations d'eau. Ce n'est pas une série d'erreurs, précisa-t-elle, c'est un schéma. Ces conclusions sans appel finirent de convaincre Lecornu. La bataille ne se gagnerait pas sur le terrain des rapports de force, mais sur celui de la légalité internationale. Quand un État foule aux pieds le droit humanitaire, il est de notre devoir de le dénoncer sans ambiguïté, avait lancé Lecornu à son équipe d'un ton qui ne laissait place à aucune interprétation. Mais ce n'était là que le sommet d'un iceberg beaucoup plus glaçant. La France venait de découvrir que certaines de ses propres armes servaient à pulvériser des quartiers entiers de Gaza.
Une enquête menée en toute discrétion par la Direction générale de l'armement avait mis en lumière une vérité accablante. Plusieurs équipements militaires exportés vers Israël au fil des années étaient utilisés pour bombarder des zones résidentielles densément peuplées. Une violation flagrante des clauses strictes qui encadrent leur usage. Lorsque Florence Parly, ex-ministre des Armées, apprit la nouvelle, sa réaction fut sans détour. « Nos missiles sur des civils ? C'est un scandale, moralement honteux et juridiquement intenable. Il faut tout arrêter tout de suite. » 2 semaines avant la confrontation à l'ONU, l'Élysée avait donc pris une décision historique. Geler toutes les livraisons d'armes à Israël. Tel Aviv, furieux, fit immédiatement entendre sa colère. Netanyahou, en personne, décrocha son téléphone pour fustiger Emmanuel Macron, accusant la France de trahir un allié et de tendre la main au terrorisme. Mais Paris tint bon. Cette fois, la raison d'État s'alignait sur la conscience. C'est dans cette poudrière diplomatique que Netanyahou choisit de monter en première ligne. Officiellement, il demandait la parole au Conseil de sécurité pour lever les malentendus européens. Officieusement, pour tenter une manœuvre bien connue, inverser les responsabilités, rallier les indécis et mettre Paris au banc des nations trop sensibles à la cause palestinienne. Son discours avait été peaufiné dans les moindres détails avec ses stratèges les plus chevronnés. Le plan était limpide. Transformer l'offensive sur Gaza en acte de survie nationale. Égrener les atrocités du Hamas, puis appuyer là où ça fait mal. La culpabilité historique de l'Europe. Ils ont la mémoire qui flanche, ces Européens, avait-il lancé narquois à son équipe depuis le King David à Jérusalem. Ils oublient qu'on est la seule démocratie dans cette jungle, qu'on se bat contre des fanatiques qui se servent de leurs propres gosses comme remparts humains. Il faut leur remettre les pendules à l'heure. Cette tactique de renversement moral, vieille recette éprouvée, avait longtemps réduit au silence les capitales européennes. Sauf que cette fois, il avait en face un adversaire inattendu. Le cornu, lui, ne venait pas avec des émotions. Il arrivait armé de données, de faits, de droits. Et il comptait bien démonter pièce par pièce ce narratif usé. Le 15 novembre 2024 à 15h30 pile, l'heure exacte où l'histoire aime parfois changer de direction, Benjamin Netanyahou gravit lentement les marches du pupitre du Conseil de sécurité, tel un acteur entrant en scène pour son monologue le plus crucial. Costume anthracite impeccable, visage fermé comme un verrou, il projetait l'image familière du chef d'État cerné par les ténèbres du monde, mais droit dans ses bottes. « Mesdames et messieurs les délégués », entama-t-il d'un ton mesuré, parfaitement articulé, comme à son habitude lorsqu'il s'adresse à la planète en plusieurs langues. « Je me tiens ici pour défendre ce que tout peuple souverain devrait avoir de plus sacré. Le droit de protéger ses enfants contre la barbarie. » Le script était rodé, calibré au millimètre pour toucher la fibre émotionnelle et politique de l'auditoire mondial. Il entremêlait le deuil d'un 7 octobre sanglant et les menaces voilées de Téhéran dans une rhétorique bien huilée. Israël, disait-il, ne fait que mener une guerre juste face à des fanatiques sans foi ni loi. Puis vint l'argument phare, dégainé comme une carte maîtresse. Le Hamas utilise les civils comme remparts. Les missiles partent des écoles, leurs états-majors se nichent dans les hôpitaux, leurs armes dorment sous les mosquées. Chaque civil palestinien tué, c'est leur faute, pas la nôtre. Cette logique, bien rodée, visait à absoudre Tsahal de toute responsabilité. Mais Netanyahou ne s'arrêta pas là. Avec une gravité presque cynique, il ajouta « Nos ennemis exploitent la sensibilité de l'Occident. Ils scénarisent leur propre mort, ils la filment. Ils comptent sur nos larmes pour désarmer notre volonté. Ils ne souffrent pas. Ils jouent un rôle. Voilà, selon Netanyahou, ce que seraient les Palestiniens, des figurants dans un théâtre de la douleur, scénarisant leur propre martyre pour attendrir les caméras du monde entier et mieux préserver leurs machines terroristes. Une accusation aussi glaciale que calculée, qui allait allumer une colère brûlante chez le cornu. Mais grisé par sa propre mise en scène oratoire, le premier ministre israélien décida d'enfoncer le clou. Fixant d'un œil dur la délégation française, il lança « Plutôt que de cibler l'agresseur, certains pays européens ont choisi de frapper la victime.
En bloquant leur livraison d'armes, ils affaiblissent notre défense et renforcent, qu'ils le veuillent ou non, les forces du terrorisme mondial. Ce coup porté à Paris n'était pas un dérapage, mais une attaque mûrement pensée. Sauf que Netanyahou avait oublié une chose. Le cornu n'était pas venu les mains vides. Il conclut sa tirade avec gravité. L'histoire se souviendra de ceux qui ont défendu la seule démocratie du Moyen-Orient dans son combat vital contre la barbarie. Et elle retiendra aussi ceux qui, préférant verser des larmes de crocodile, ont tourné le dos à la réalité. Israël continuera à se défendre, que cela plaise ou non, à ceux qui ont la mémoire courte. Quelques applaudissements retentirent, convenus, sans enthousiasme. Dans l'hémicycle, le clivage était net et le malaise palpable. La salle entière suspendit son souffle lorsque le cornu demanda la parole, d'un ton si calme qu'il en devenait menaçant. D'un pas lent mais assuré, le premier ministre français se leva, drapé dans ce sérieux républicain qui faisait écho à des décennies de tradition diplomatique. Arrivé à la tribune, il planta ses yeux dans ceux de Netanyahou, sans détour ni détourner le regard. Et là, d'une voix ferme, claire comme une lame, « Monsieur le Premier ministre, merci. Votre intervention vient d'illustrer à merveille ce qu'est devenue la rhétorique israélienne. Un cocktail toxique de victimisation permanente et d'aveuglement volontaire. » Le coup porta immédiatement. Netanyahou, pris à froid par cette offensive frontale, se redressa, presque incrédule. Le cornu poursuivit, implacable, tout en ouvrant un dossier posé dans sa serviette. Vous parlez de défense légitime. Très bien. Alors parlons chiffres. Vous en oubliez quelques-uns, semble-t-il. 41 000 morts côté palestinien, dont 16 000 enfants. Et si l'on compare aux pertes israéliennes du 7 octobre, cela nous donne un rapport de 34 morts palestiniens pour 1 Israélien. Alors, dites-moi, dans quelle équation cette défense reste-t-elle proportionnée? Les chiffres tombèrent comme un couperet. L'effet fut immédiat. L'Assemblée, figée, reçut ce choc statistique comme une gifle en pleine figure. Netanyahou, piqué au vif, tenta de reprendre la parole. « Monsieur le Premier ministre, on ne peut pas comparer ces... » « Si, justement, on le peut, et on le doit, » coupa sèchement le cornu, sans même lui laisser finir. « C'est le fondement même du droit humanitaire international. » Et sans ralentir le rythme, il poursuivit sa démolition chirurgicale. « Vous parlez de bouclier humain. Fort bien. Eh bien, sachez que l'ONU a mené des investigations sur 47 frappes ciblant hôpitaux, écoles et sites humanitaires. Et pas une seule fois, vous m'entendez? Pas une! L'armée israélienne n'a réussi à démontrer que le Hamas s'y trouvait au moment des attaques. Le silence qui suivit était lourd, saturé de malaise. Chaque mot de Le Cornu fendait l'air comme une lame. « Mais le plus abject dans votre discours, » ajouta-t-il, la colère désormais contenue mais vibrante, « c'est d'oser insinuer que les Palestiniens joueraient leur propre mort. Monsieur Netanyahou, les 16 000 enfants ensevelis ne faisaient pas de théâtre. Et les parents hurlant au milieu des ruines ne participaient pas à un tournage. » Puis il asséna le coup final. « Vous parlez d'histoire? Très bien. Alors parlons-en. Les conventions de Genève, que vous piétinez aujourd'hui, ont été écrites sur les cendres de la Shoah, justement pour empêcher que plus jamais on ne massacre des innocents au nom d'une prétendue sécurité nationale. Vous, héritier de cette mémoire, vous en devenez aujourd'hui le fossoyeur. Les regards fuyants, les soupirs étouffés dans la salle, tout indiquait que le cornu avait touché un point nerveux. Netanyahou, blême, tenta une ultime ligne de défense. « La France ne mesure pas ce que signifie une menace existentielle. »« Détrompez-vous, » trancha le cornu. « Nous savons très bien ce que cela signifie. Et nous savons aussi qu'on ne combat pas la terreur en l'imitant. » Un silence glacial, presque irréel, s'abattit sur l'hémicycle. On aurait entendu une épingle tomber. L'accusation venait de tomber comme un couperet. Terrorisme d'État. Jamais, au grand jamais, un chef de gouvernement occidental n'avait osé employer ces mots face à Israël, et encore moins dans un cadre officiel. Mais le cornu n'avait pas fini. Le plus dur, le plus frontal, le plus insoutenable restait à venir.
Il fixa Netanyahou droit dans les yeux et lâcha, d'un ton tranchant, « Vous nous reprochez d'avoir stoppé nos ventes d'armes? Très bien. Mais dites-moi, que devons-nous faire lorsque nous découvrons que nos missiles servent à pulvériser des camps de réfugiés, que nos chars rasent des zones habitées, que nos drones traquent des ambulances comme des cibles militaires? Vous voulez qu'on ferme les yeux et qu'on signe les livraisons? Qu'on se rende complice de crimes de guerre? » Et puis vint la France de rupture, celle que l'histoire retiendra. L'époque où Israël pouvait tout justifier au nom de la Shoah est révolue. Chaque vie palestinienne a la même valeur qu'une vie israélienne. Ce fut comme si l'air s'était vidé d'un coup. Un choc. Netanyahou se leva sans dire un mot, les mâchoires crispées, suivi en silence par toute sa délégation. L'Assemblée, elle, resta figée, comme si elle venait d'assister à un événement impossible. Pour la première fois depuis la création de l'ONU, un dirigeant occidental venait de pointer Israël du doigt, non plus timidement, mais frontalement, en l'accusant des crimes de guerre et d'utiliser la mémoire comme bouclier moral. Le tremblement de terre diplomatique fut instantané, planétaire. L'explosion ne tarda pas. En Israël, la presse s'empara immédiatement de l'affaire avec une violence verbale rare. Les gros titres claquaient comme des déclarations de guerre. Paris frappe Israël. Le cornu, le nouvel Hitler. Le spectre de l'antisémitisme français ressurgit. Dans la foulée, Tel Aviv rappelait son ambassadeur et gelait toute collaboration avec la France. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, c'était un séisme d'une toute autre nature. Du Caire à Bagdad, en passant par Rabat, une marée humaine saluait le courage français. Des foules entières descendaient dans les rues, brandissant des portraits de Le Cornu comme d'un héros des temps modernes. Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant occidental avait osé verbaliser ce que tant de voix étouffées pensaient depuis si longtemps. En Europe, les réactions furent plus prudentes, mais non moins révélatrices. L'Allemagne et l'Italie appelèrent à la modération, gênées par la brutalité du ton. Mais dans les couloirs feutrés du Nord, plusieurs chancelleries, bien que discrètes, applaudissaient intérieurement la prise de position française. L'Espagne et l'Irlande, elles, allèrent plus loin, soutien public et assumé. La surprise vint surtout des États-Unis. Tandis que la classe politique américaine condamnait massivement les propos de Le Cornu, une partie de l'opinion, portée par la jeunesse et les mouvements progressistes, y voyait enfin un moment de vérité. 6 mois plus tard, le paysage diplomatique portait encore les marques du choc. La fracture entre Paris et Tel Aviv semblait irréparable. Mais dans le monde arabo-musulman et au sein d'une frange croissante de l'Occident, la France avait gagné en stature morale. L'histoire retiendra peut-être que ces 6 minutes à la tribune de l'ONU furent un tournant. Celui où un homme brisa le mur du silence. Comme l'écrivait Le Monde, « En 6 minutes, Le Cornu a prononcé tout haut ce que beaucoup ruminaient tout bas. Il a rappelé au monde une vérité simple et inaltérable, que la douleur humaine ne connaît ni passeport ni drapeau, et que la loi internationale ne saurait tolérer d'exception, pas même pour Israël. » Derrière l'éclat spectaculaire de cette passe d'armes à l'ONU se cachait une mécanique de précision, patiemment orchestrée dans l'ombre depuis des mois. Ce que le monde entier allait découvrir en 6 minutes, la France l'avait méticuleusement préparé pendant plus de 20 semaines, loin des caméras, dans les couloirs feutrés du Quai d'Orsay. Tout avait commencé en silence, au début de l'été, lorsqu'un rapport classé confidentiel atterrit sur le bureau du président. Envoyé par l'ONG médicale MEDEX 500 Frontières, le document était une bombe à retardement, un catalogue clinique de l'horreur. Il recensait, avec un niveau de détail glaçant, les blessures infligées aux civils palestiniens à Gaza. Éclats projetés en étoiles typiques des armes antipersonnelles. Brûlures chimiques rappelant le phosphore blanc. Amputations nettes comme des scalpes chirurgicaux. Autant de signes alarmants pointant vers l'usage d'armes interdites. Lors d'une réunion d'urgence à l'Élysée, le docteur Xavier Emanueli, figure respectée de Médecins sans frontières, n'avait pas mâché ces mots. « Monsieur le Président, ce que nos équipes relèvent sur le terrain ne relève plus d'une guerre urbaine. C'est une campagne d'éradication systématique de civils, menée avec des armes pensées non pas pour tuer, mais pour infliger un maximum de souffrance. Et même nos médecins vétérans des pires zones de conflit disent n'avoir jamais vu ça. » Ce jour-là,
Emmanuel Macron comprit que la France ne pouvait plus se contenter d'indignation silencieuse. Ce fut le point de bascule. Comment peut-on prétendre être une démocratie et détourner le regard face à tant d'atrocités? C'est la question cinglante qu'Emmanuel Macron posa à ses conseillers, les yeux brûlants d'indignation. Garder le silence, c'est devenir complice. Complice de cris qu'on refuse d'entendre. Cette déclaration n'était pas qu'une formule de colère. C'était un point de bascule. Une secousse qui allait réveiller l'ensemble de la diplomatie française. Dans les heures qui suivirent, Catherine Colonna, alors ministre des Affaires étrangères, déclencha une manœuvre sans précédent. La création d'une cellule de crise, taillée sur mesure pour traquer chaque infraction au droit humanitaire international commise sur le sol de Gaza. Objectif: recenser, vérifier, archiver les preuves de crimes de guerre et surtout, élaborer une réponse diplomatique à la hauteur du choc. La task force ainsi constituée ressemblait à une dream team républicaine. Aux manettes de la stratégie politique, Denis Béchard, ex-ambassadeur en Syrie, figure incontournable du Quai d'Orsay, légende vivante du dossier Moyen-Orient. Pour diriger l'analyse juridique, une référence mondiale, Marie-Françoise Bechtel. Côté expertise militaire, le général Vincent Desport, ancien patron de l'école de guerre. Enfin, pour décrypter le contexte arabe avec finesse, Leïla Dakhli, historienne du CNRS et redoutable analyste des dynamiques régionales. Un commando intellectuel, prêt à faire de la vérité une arme diplomatique. Dès la première réunion à Matignon, le message de Marie-Françoise Bechtel fut d'une limpidité glaçante. Pas d'ambiguïté, pas de zone grise. Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas face à un débat d'interprétation, mais face à un empilement de violations caractérisées. Les frappes répétées contre des hôpitaux, des écoles et des lieux de culte entrent directement dans le champ des crimes définis par le droit humanitaire international. Statut de Rome, article 8. 4e Convention de Genève. Protocole additionnel. Tous les fondements juridiques sont réunis. Ces conclusions n'étaient pas de simples opinions d'experts. Elles reposaient sur une mécanique d'enquête redoutable. Les diplomates français avaient passé au crible les rapports onusiens, confronté les récits des ONG sur place, croisé les témoignages médicaux avec l'imagerie satellite du Centre national d'études spatiales. Le résultat? Un dossier dense, chirurgical, de 87 pages, ne laissant que peu de place au doute. Parmi les cas étudiés, celui de l'hôpital Al-Shifa glaçait particulièrement les esprits. Les données géolocalisées et les témoignages concordants établissaient que le bombardement avait frappé en plein acte chirurgical alors que des enfants étaient opérés. Bilan, 23 patients tués, 11 membres du personnel soignant morts sous les décombres. La conclusion tomba, sans détour, crime de guerre. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Les enquêteurs français remontèrent la chaîne logistique des frappes, et ce qu'ils découvrirent provoqua un séisme politique. Des armements européens, vendus légalement à Israël, notamment par Thales et MBDA, apparaissaient dans les débris de bombardements visant des zones civiles. Une violation frontale des clauses d'usage humanitaire. Florence Parly, consultée par le Cornu, entra dans une colère noire. Nos missiles Mika et nos bombes AASM ne sont pas censés déchiqueter des enfants. C'est un détournement criminel de nos technologies. Continuer à coopérer serait une faute historique. C'est ce moment précis qui fit basculer Paris. La décision de suspendre les livraisons d'armes à Israël fut actée. Un geste lourd, assumé et irréversible. La France choisit les terroristes plutôt que les démocrates, tonnait Netanyahou dans un communiqué enragé, brandi comme un ultime cri d'alarme. Mais Paris, loin de vaciller, resta campé sur sa ligne de conduite, celle des principes, pas des pressions. Pendant que les experts français constituaient leur arsenal de preuves sur les violations à Gaza, l'équipe de Le Cornu menait un autre combat, plus silencieux, mais tout aussi stratégique. Décoder l'arme maîtresse d'Israël depuis des décennies. Sa communication. Comment un pays, malgré des infractions répétées au droit international, parvenait-il à échapper systématiquement aux sanctions? Pour décrypter cette mécanique bien huilée, Le Cornu fit appel à Franck Barra, journaliste d'investigation spécialisé dans la question palestinienne. En coulisses, il livra un décryptage glaçant. Monsieur le Premier ministre, la recette est toujours la même. Premièrement,
Israël se place constamment en position de victime éternelle. Deuxièmement, elle inverse les rôles, transformant les critiques en bourreaux. Troisièmement, elle agite l'arme nucléaire émotionnelle, la Shoah, pour faire taire toute contestation. La moindre remise en question de ses actions, immédiatement taxée de complicité avec les terroristes. Et l'accusateur, requalifié en antisémite. Fort de cette grille de lecture, le Cornu affûta sa stratégie. Chaque mot fut calibré, chaque riposte pensée à l'avance. « Netanyahou ne dérogera pas à son script », prévint un conseiller. « À nous de démonter chaque rouage avec des faits solides, sans jamais céder à l'intimidation. » La reine ne serait pas que diplomatique, elle serait aussi mentale. Et sur ce front-là, la France s'était préparée avec une rigueur quasi militaire. À Matignon, le Cornu ne s'entraînait pas seulement à manier les chiffres ou les textes de loi, il se préparait à encaisser les coups bas émotionnels, car tout le monde savait ce qui allait arriver. Un expert en communication de crise, vieux briscard des coulisses de l'Élysée, avait été appelé en renfort. Sa mission, forger une cuirasse mentale à toute épreuve. « Monsieur le Premier ministre, Netanyahou va tenter de vous enfermer dans le piège de la mémoire. Il brandira la Shoah comme une arme, vous poussera à l'émotion, à la faute, à l'accusation d'antisémitisme. Votre force, ce sera de rester imperturbable. Ne sortez jamais du cadre du droit international. C'est votre seul terrain, votre seule armure. » Cette préparation psychologique n'était pas un luxe, elle était vitale, car les méthodes de Netanyahou avaient souvent fait mouche. Face à lui, trop de dirigeants européens avaient reculé, paralysés par la peur de franchir une ligne rouge symbolique. Alors on organisa des simulations, et pas des moindres. Dans le rôle de Netanyahou, Denis Béchard, fin connaisseur de ses mimiques, de ses postures, de ses mots. Il jouait la scène comme un acteur de théâtre politique. « Monsieur le Cornu, vous servez la cause des terroristes », lançait-il avec une indignation soigneusement dosée. « Non, monsieur l'ambassadeur, je défends la lettre du droit international », répliquait le Cornu d'un calme presque désarmant. À chaque répétition, son aplomb grandissait. À chaque joute, sa répartie devenait plus tranchante. Et peu à peu, le Cornu cessait d'être un homme politique français. Il devenait le procureur moral de l'ONU. Les répétitions n'étaient pas que verbales ou juridiques. Elles intégraient aussi la maîtrise des réactions médiatiques prévisibles. L'équipe de communication de Matignon avait anticipé la pluie d'accusations d'antisémitisme qui ne manquerait pas de tomber après l'intervention. Critiquer la politique d'un État n'est jamais antisémite. Ce slogan était devenu leur mantra, répété comme un rituel, gravé dans la stratégie. 3 semaines avant la session de l'ONU, un soutien inattendu vint renforcer cette préparation mentale et diplomatique. Une lettre, signée par des intellectuels juifs français de renom, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Élisabeth de Fontenay, exhortait le gouvernement français à dire la vérité sur Gaza sans trembler devant les accusations. La mémoire de la Shoah ne peut servir d'excuse pour légitimer de nouveaux crimes contre l'humanité. Cette approbation, venue de la communauté intellectuelle juive française, offrit à Le Cornu une assurance morale inébranlable. Il comprit que la bataille à venir n'était plus seulement juridique ou diplomatique. Il s'agissait de libérer la parole critique, de briser le silence et le chantage à l'antisémitisme qui avait longtemps muselé la critique d'Israël. Chaque mot, chaque argument serait désormais porté par le poids de la vérité et de la conscience internationale. Le vol vers New York se déroulait sous une tension palpable. Chaque minute de l'Airbus A330 présidentiel chargé d'une détermination presque tangible. Pendant 8 heures, Le Cornu s'était plongé dans son arsenal de preuves. Relire et mémoriser les chiffres les plus percutants, répéter ses phrases les plus incisives comme un boxeur répète ses coups. Autour de lui, son équipe se mouvait comme un groupe d'entraîneurs avant un combat historique. « Souvenez-vous, » murmura Denis Béchard, posant une main sur son épaule. « Vous ne défendez pas seulement Paris. Vous portez l'espoir de ceux qui croient que le droit international doit s'appliquer à tous, même aux États qui se prétendent démocratiques. Aujourd'hui, c'est un moment qui comptera dans l'histoire. » À New York, l'électricité dans l'air était perceptible bien avant l'ouverture de la session de l'ONU.
Les médias internationaux sentaient venir l'affrontement entre Paris et Tel Aviv. Correspondants français et israéliens s'épiaient, échangeant rumeurs et anticipations, chacun tentant d'influencer l'opinion avant même que les micros ne s'allument. Dans la délégation israélienne logée à l'hôtel Plaza, l'assurance affichée ne masquait pas l'inquiétude. Les services de renseignement avaient intercepté des signaux. Les Français préparaient une offensive diplomatique d'ampleur contre la politique de Gaza. Mais personne ne soupçonnait l'ampleur réelle du dossier que Paris avait compilé. « Comme d'habitude, ils critiqueront notre opération militaire », prédisait un conseiller de Netanyahou. « Nous répondrons avec nos arguments habituels sur le droit à l'autodéfense et les boucliers humains du Hamas. Une routine diplomatique. » Cette confiance excessive allait coûter cher. La veille, un message inattendu d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, arriva dans la suite du Premier ministre. « Monsieur le Premier ministre, l'ONU attend depuis trop longtemps qu'un État membre ose dire publiquement ce que nous pensons tous en privé. Il est temps de rappeler que le droit international n'a pas de nationalité. » Ce soutien discret mais concret galvanisa le cornu. Il ne représentait plus simplement la France. Il incarnait la conscience internationale face aux violations massives du droit humanitaire. À l'aube, dans la suite du Régis Hôtel, il se leva pour une ultime révision de ses notes. « Aujourd'hui, je vais dire à Netanyahou et au monde entier que l'impunité israélienne doit cesser », confia-t-il à son chef de cabinet. « Plus jamais. » C'était devenu une ligne rouge. Une promesse intérieure que le cornu s'était faite avant même de poser le pied à New York. Plus jamais accepter que des civils soient sacrifiés sous couvert de sécurité nationale. Dès son arrivée au siège des Nations Unies, il comprit que cette journée ne ressemblerait à aucune autre. L'effervescence était hors norme. Plus de 400 journalistes avaient obtenu une accréditation pour suivre les débats, un chiffre inédit pour une session consacrée au Moyen-Orient. Devant le bâtiment, deux foules opposées s'étaient massées. Drapeau palestinien d'un côté, drapeau israélien de l'autre. Les slogans fusaient. La tension se respirait. À l'intérieur, dans l'enceinte solennelle du Conseil de sécurité, l'ambiance évoquait moins un sommet diplomatique qu'une salle d'audience. Chacun sentait qu'un seuil allait être franchi. Ce n'était pas un échange de plus entre États. C'était un procès symbolique. Et sur ce banc imaginaire, la politique israélienne à Gaza se retrouvait jugée. Le cornu avançait comme un procureur. Netanyahou, lui, se retrouvait à la place de l'accusé. Lorsque le premier ministre israélien prit la parole pour défendre son offensive, le cornu n'écouta pas comme un politicien. Il écouta comme un juriste. Chaque phrase était disséquée, chaque argument classé, chaque tentative de dilution de responsabilité soigneusement notée. « C'est exactement le scénario que nous avions anticipé », se disait-il intérieurement. Victimisation, bouclier humain, accusation contre ceux qui osent critiquer. Il savait déjà comment cela se terminerait, car à mesure que Netanyahou déroulait son plaidoyer, il offrait lui-même les munitions de sa propre déconstruction. Justification des morts civiles, mise en doute de la souffrance palestinienne, attaque frontale contre Paris. Tout était attendu. Tout était prêt à être pulvérisé. C'est à ce moment précis que le cornu transforma le Conseil de sécurité en un véritable tribunal international. Chaque chiffre, chaque témoignage, chaque pièce du dossier fut maniée comme un instrument de précision, frappant au cœur de la propagande israélienne. Mais l'Assemblée ignorait la complexité de la mécanique rhétorique qui soutenait son attaque. Formé par les meilleurs experts en droit international et en crimes de guerre, il appliquait en direct des techniques sophistiquées de démolition argumentaire. Première manœuvre, l'accumulation probatoire. Chaque accusation était immédiatement corroborée par des chiffres exacts et des sources incontestables, rendant impossible tout déni crédible. Deuxième manœuvre, l'inversion totale de la charge morale. Au lieu de se défendre, le cornu plaçait Netanyahou sur le banc des accusés, obligé de justifier les actions d'Israël. Troisième manœuvre, la démystification des boucliers humains. En montrant que l'ONU n'avait trouvé aucune preuve de présence du Hamas dans les bâtiments ciblés, il anéantissait l'argument central de la propagande israélienne. Quatrième manœuvre, l'universalisation du droit. En rappelant que les conventions de Genève avaient été créées après l'Holocauste, il retournait contre Israël son propre argument historique.
Cette maîtrise technique transforma la performance en une démonstration implacable. Plus qu'une attaque politique, c'était une véritable leçon de déconstruction juridique, exposant au monde entier la mécanique implacable de la propagande d'État. L'onde de choc fut instantanée et mondiale, dépassant de loin toutes les projections parisiennes. En l'espace de quelques heures, les séquences de la confrontation avaient été traduites dans 43 langues et circulaient sur tous les continents comme un tsunami médiatique. Les facultés de droit international s'alarmaient. Des débats d'urgence étaient organisés pour disséquer cet événement qui redéfinissait la critique d'Israël. À Harvard, le professeur Noah Feldman constatait: en 6 minutes, le cornu a accompli ce que des décennies de diplomatie n'avaient jamais permis: faire tomber le tabou de la critique publique d'Israël par un dirigeant occidental. À Oxford, Kristen Bell renchérissait: c'est un tournant historique pour le droit international. Dorénavant, aucun État ne pourra plus évoquer son passé pour échapper à ses responsabilités actuelles. Pourtant, ce fut peut-être l'écho parmi les juristes internationaux qui fut le plus marquant. Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande et figure des droits humains, salua le courage de Le Cornu pour avoir libéré la parole juridique sur Israël. Richard Falk, ancien rapporteur spécial de l'ONU sur les territoires palestiniens, reconnut la valeur d'une audace française sans précédent. Cette onde de choc légal ne resta pas isolée. Elle devint un modèle. L'Espagne annonça qu'elle suspendrait ses livraisons d'armes à Israël. L'Irlande porta plainte devant la Cour internationale de justice, accusant Israël de génocide. La Belgique ouvrit sa propre enquête pour crimes de guerre visant les dirigeants israéliens. La diplomatie française venait d'initier une révolution juridique qui commençait à redessiner le paysage mondial. 6 mois après ce face-à-face historique, le paysage géopolitique avait profondément changé. Les relations entre Paris et Tel Aviv étaient au point de rupture. Mais la France sortait renforcée sur le plan moral, s'imposant comme une référence éthique dans le monde musulman et auprès d'une jeunesse occidentale de plus en plus attentive. Mais l'impact allait bien au-delà du simple prestige. L'affaire Gaza avait accéléré une mutation majeure de la justice internationale. Face à l'impunité quasi systématique d'Israël, les pays européens prirent conscience qu'ils devaient désormais faire appliquer le droit international sans distinction ni privilège. Cette dynamique culmina lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Un nombre record d'États votant une résolution reconnaissant les crimes de guerre systématiques à Gaza et exigeant des réparations pour les victimes palestiniennes. L'effet Le Cornu a libéré la justice internationale, observa William Schabas, ancien président de la commission d'enquête de l'ONU sur Gaza. À partir de ce moment, aucun État ne pouvait plus évoquer sa prétendue victimisation historique pour échapper à ses responsabilités contemporaines. Le Cornu, quant à lui, dépassait désormais le rôle de premier ministre français. Il incarnait un symbole mondial de résistance à l'impunité et de respect scrupuleux du droit international. Son discours du 15 novembre 2024 est étudié dans toutes les facultés de droit comme un exemple de courage moral et de rigueur juridique. Lors de la cérémonie du prix des droits de l'homme de l'ONU en décembre 2025, le jury le célébra publiquement, déclarant que son action honore l'humanité et inspire les générations futures. L'histoire retiendra que ce jour de novembre 2024, dans l'enceinte sacrée des Nations Unies, un homme armé de la seule vérité juridique infligea une défaite morale inédite à l'un des États les plus habitués à l'impunité. Et que, par cette victoire du droit sur